pour la vidéo. Alors on va essayer quand même comme ça. OK. Et si vraiment vous ne comprenez pas, David, il vous répétera le cours après. Bien, alors on va faire un petit changement ce soir par rapport à d'habitude. C'est David qui va commencer. Donc voilà, je suis très heureux encore une fois de faire une conférence ensemble. Et il paraît que tu es un pro de l'amour. Alors on va voir. Ok. Alors, une fois encore, je vais remettre aussi les choses dans le contexte. On est dans une synagogue. D'abord, merci d'être là, d'être présent. Et d'être présent pour un appel qui est un appel important. Parce que c'est quoi l'amour aujourd'hui? En fait, le mot peut-être le plus important, c'est en fait aujourd'hui. Parce que c'est vrai, est-ce que aimer en 2019-2020, c'est la même façon qu'il y a 100 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, aimer son conjoint, sa conjointe, et vous verrez que les neurosciences ne s'arrêtent pas du tout au conjoint en ce qui concerne l'amour. Les neurosciences vont commencer bien plus haut par rapport à l'amour, comme un état qui est un état émotionnel présent et multipliable à l'infini, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais c'est important de comprendre que, d'abord, si vous êtes présent, si vous avez conscience, si vous êtes surtout présente, merci messieurs d'être présents, mais on se rend compte une fois encore que dès qu'on parle d'émotion, les dames sont toujours plus présentes. Pourquoi? Parce que neurologiquement parlant, il y a quelque chose qui se constate, c'est que les femmes ont un contact avec l'état émotionnel d'amour qui est beaucoup plus proche que l'homme. Et qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on va partir déjà d'un postulat de base. Moi, ce que je vais apporter, c'est le regard que peuvent donner ou la psychologie moderne, à savoir la psychologie positive, ou bien les neurosciences sur l'amour. Je n'ai absolument pas la prétention de donner un cours de Torah, même si j'en rêve, mais ça, pour moi, j'ai le plus grand expert à mes côtés. Mais je trouve que de marier les deux, c'est extrêmement important, parce que vous allez voir que, à mon avis, entre ce que dit la science et ce que dit la Torah, il n'y aura pas beaucoup d'écart. Et s'il y en a, ça sera super intéressant de pouvoir en débattre librement et ouvertement avec Yaakov. Mais on va d'abord commencer par un postulat qui est simple. Nous vivons au quotidien deux grandes sortes d'émotions. Il n'y en a pas 10 000, il y en a deux. L'amour et son contraire, la peur. D'accord? Alors c'est vrai que depuis que nous sommes petits, on nous a appris que le contraire de l'amour, c'était la haine, rien à voir. Le contraire de l'amour, c'est la peur, et que la haine est un affluent de la peur. Comment on sait que le contraire de l'amour, c'est la peur, d'un point de vue purement et extrêmement neurologique? En fait, vous devez savoir que chaque fois que dans votre cerveau, vous allez activer une émotion, curieusement, il y a une partie de l'émotion inverse qui s'active également. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand vous accueillez votre plus grand amour, vous allez accueillir également votre plus grande peur, celui de le perdre. C'est-à-dire que l'amour et la peur sont concomitants, et en fait, on va s'apercevoir que l'état émotionnel de l'amour est quelque chose qui, neurologiquement, a une fonction dans le cerveau. En fait, vous devez comprendre que globalement, notre cerveau, il a pour mission, la première et plus grande mission de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie. C'est pas en fait que nous soyons heureux. Ça, c'est quelque chose d'hyper contemporain, c'est quelque chose de notre époque, où on a commencé à se dire, mais quitte à vivre dans cette vie-là, autant s'organiser pour avoir une vie heureuse. Vous devez savoir que ces préoccupations, si on remonte jusqu'à 200 ans en arrière, c'est pas loin 200 ans en arrière, et ben, c'était pas les préoccupations premières. La première préoccupation, c'était en lien avec le mode de fonctionnement de son cerveau qui était d'assurer notre survie. Et puis, il y a une deuxième chose, dans cette continuité d'assurer la survie, notre cerveau, il va développer une autre fonction qui est celui d'assurer un équilibre mental et physique. Quand je dis assurer un équilibre mental et physique, ça veut dire s'assurer que notre santé mentale et physique soit opérationnelle. Et vous allez voir que l'une des fonctions les plus importantes que le cerveau a mis en œuvre pour assurer cet équilibre, c'est l'amour. Donc on va s'apercevoir que d'abord, au fond de tout ça, l'amour est une fonction qui
qui permet d'assurer et notre survie et notre équilibre mental, physique et émotionnel. Il y a eu dans les années 20, dans le Caucase, des personnes qui avaient décidé de faire une expérimentation avec des bébés. Et en fait, cette expérimentation, elle était très simple. On voulait savoir à l'époque, les chercheurs de l'époque, si tant est qu'ils étaient chercheurs vraiment, avaient décidé de savoir si on n'a aucune interaction avec des enfants et qu'on les laisse grandir ensemble, est-ce qu'ils vont développer leur propre langage et y aurait-il un langage universel? Donc vous devez comprendre qu'à la base de cette recherche, existe-t-il un langage universel? Pour ça, il fallait s'assurer que les enfants, les bébés, dès leur plus jeune âge, donc ils avaient pris des orphelins, et que ces enfants n'aient aucune interaction avec le monde extérieur et surtout aucune caresse. Ce que les Américains vont appeler des strokes. Okay, aucune interaction, c'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement peu touchés, on les nourrissait, pas plus, et ensuite on les laissait grandir ensemble. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont jamais pu dépasser les 2 ans d'expérience avec ces enfants parce que les enfants mouraient. On s'est rendu compte qu'un enfant qui ne reçoit pas d'amour dans les 9 premiers mois de sa vie, à travers des interactions, des paroles, des caresses, va se laisser mourir. Donc, ils n'ont jamais pu savoir si l'expérience de la langue allait fonctionner parce que les enfants sont morts. Mais on doit juste comprendre à travers ça, c'est que d'abord, c'est quelque chose de fondamental, c'est génétique. On a besoin et d'aimer et d'être aimé. Donc ça, c'est un besoin fondamental sur lequel on va reposer, en tout cas sur lequel moi je vais reposer cette théorie ce soir. Ensuite, les neurosciences se sont attardées naturellement à essayer de découvrir ce qui se passait quand quelqu'un aimait. Ce qui est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, il y a souvent une confusion des gens entre le désir et l'amour. Okay, ça, c'est quelque chose sur laquelle on va avoir à regarder. Et qu'est-ce qui fait que nous, dans notre cerveau, on peut observer qu'une personne, elle aime? Ce sont les interactions neurologiques. Okay, à travers un IRM, donc de l'imagerie à résonance magnétique, on va voir tous les flux d'échanges magnétiques dans le cerveau qui se passent essentiellement dans le cortex supérieur. Donc ça veut dire que c'est compliqué. Parce que déjà, quand on parle d'émotion, il faut qu'on parle du système limbique. Et le système limbique, au niveau de l'affect, c'est plus profond dans le cerveau. Ça veut dire que vous devez comprendre une chose, c'est que pour réussir à lire ce qui se passe au fond du cerveau, il faut que les tests se fassent à travers le fait que les personnes ingèrent un liquide légèrement radioactif, très légèrement, pour qu'on puisse voir les interactions depuis l'intérieur. Maintenant, imaginez tout ce que ça demande comme effort. Il faut avoir des sujets qui veulent faire l'expérience, qui sont prêts à absorber ce produit. Alors, souvent, quand tu es très malade et que tu as une tumeur au cerveau, tu es prêt à faire n'importe quoi pour justement savoir quelle est la clé, quelle est la cause. Et de toute façon, on ne te pose pas la question si tu veux, parce qu'il faut qu'on aille chercher des réponses. Mais quand il s'agit d'avoir une expérience sur des sujets qui sont sains, il y en a très peu qui vont se soumettre à ce genre de projet. Deuxièmement, c'est d'autant plus difficile que c'est pas facile d'exprimer l'état d'amour sur un claquement de doigts. Vous avez remarqué? Parfois, c'est beaucoup plus facile de penser à quelque chose de triste et d'être triste que de susciter l'état d'amour. Donc, il y a une femme que j'aime beaucoup aux États-Unis, que j'avais rencontrée une fois à Boston, qui s'appelle Barbara Fredrickson. C'est une chercheuse en neurosciences, et en fait, elle s'est attardée pendant près de 22 ans à identifier l'état amoureux, en tout cas l'amour dans le cerveau. Ces conclusions sont intéressantes, mais ce qui est le plus important et ce sur quoi je reviendrai ce soir, c'est en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un état d'amour? Puisque l'état d'amour, c'est un état qui est un état essentiel, qui est un état génétiquement moteur, qui est un état qui nous permet d'assurer une partie de notre survie, qui est un état qui va assurer notre survie mentale et physique. Je trouvais majeur de pouvoir ce soir vous donner des clés qui vont vous permettre d'abord d'identifier ce que c'est qu'une interaction d'amour, okay? Et je ne parlerai pas simplement ce soir de l'être aimé, parce que pour moi ce serait vraiment hyper réducteur de parler d'amour et de parler simplement de la personne que l'on aime, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants.
Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut entretenir une relation d'amour avec notre communauté. On peut entretenir une relation d'amour avec nos animaux, avec la nature, avec notre travail. Et puis surtout, je pense qu'il serait grand temps qu'on commence à entretenir un entretien d'amour avec soi-même. Parce que ça va être la condition sine qua non de pouvoir observer tout le reste. Pourquoi? Comme je le dis toujours, on peut donner que ce que l'on a. Je peux vous donner du temps ou des connaissances si j'en ai. Je peux vous donner de l'argent si j'en ai. Mais seulement, il faut que j'en ai. Donc, je peux vous donner aussi de l'amour si j'en ai. C'est-à-dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain facile. Mais tout le monde, ou une grande partie de la population, en tout cas ceux qui ne sont pas là ce soir, vont s'arrêter à tu aimeras ton prochain. Mais on oublie comme toi-même. C'est-à-dire que la hauteur de ce que tu peux offrir en termes d'amour est concomitant à la hauteur de l'amour que tu vas avoir pour toi. Et vous savez quoi, en fait, en vrai? Nos enfants, ils ont cette particularité qu'on les aime inconditionnellement. Vous avez remarqué ou pas? Bon, c'est vrai, parfois, on a envie de les accrocher contre un mur et de les retrouver dans 20 ans, avec toute leur puberté passée, tous les problèmes. Mais en vrai, on les aime. En vrai, on leur pardonne facilement. En vrai, on va avoir facilement de la compassion vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que, en fait, aimer les autres, c'est parfois beaucoup plus facile que de s'aimer soi-même. Mais pour notre propre santé personnelle, s'aimer soi, c'est la priorité. Donc tout ce que je vais vous dire ce soir-là, en fait, en vrai, quand vous allez écouter les différentes étapes que je vais marquer, les conditions que vous devez mettre en place, je voudrais qu'en priorité, vous pensiez à vous-même. Et dans cette application, que vous posiez ces questions à vous-même. Parce que, une fois encore, à partir du moment où on a l'amour de soi, ok? Et je reviendrai sur cette définition-là aussi. Parce qu'une fois encore, parfois il suffit simplement d'écouter les mots, les phrases et les paroles pour comprendre qu'à l'intérieur, il y a tout. Mais on sait qu'aujourd'hui, l'amour de soi, c'est l'un des piliers fondamentaux de quelque chose qu'on appelle l'estime de soi. Un bon amour de soi va permettre de favoriser une bonne image de soi. Une bonne image de soi, renforcée par un bon amour de soi, va favoriser de la confiance en soi. D'accord? Je pense que ça ressemble à une grosse révision pour les élèves qui viennent de passer l'examen à l'Institut, mais c'est important de le rappeler en permanence que le point de départ, c'est l'amour de soi. Alors, ok, l'amour de soi. Intéressant, on va aller dans le soi, et on va s'intéresser dans le soi à une dimension qui est très intéressante, à savoir, qu'est-ce que le soi, par exemple, dans la psychanalyse? Le soi renvoie à quelque chose de profond. Moi, personnellement, je suis d'orientation jungienne. D'accord? Donc, vous avez Freud, Lacan, Jung. Moi, j'ai étudié Jung, donc je suis psychologue clinicien jungien. C'est intéressant, parce que Jung, en fait, lui, il avait un accord tacite avec Freud sur la définition du soi, sauf que Freud n'a jamais mis le soi au cœur de son avènement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le soi renvoie à quelque chose de profond et le soi renvoie à quelque chose de divin, en fait, en vrai. Quand on parle de l'amour de soi, on est en train, en vrai, de parler de l'amour, de l'étincelle divine qui est à l'intérieur de soi. En vrai, la vraie définition de l'amour de soi, c'est l'amour de l'étincelle divine qu'il y a à l'intérieur de toi. Et c'est intéressant de voir que Jung considérait que dans chaque être humain, nous avions une partie divine, okay, un soi, auquel on peut se connecter, un soi divin auquel on peut se connecter, et que quand on le fait, on peut résoudre la plupart des problèmes que nous allons avoir dans notre vie. Et on va pouvoir faire face à la plupart des difficultés qu'on va rencontrer dans notre vie. Et c'est étonnant parce qu'en fait, Jung avait dans un écrit envoyé plusieurs lettres. Il correspondait beaucoup avec Freud, ce qui énervait Freud beaucoup. Parce qu'en vrai, Freud était très jaloux de Jung, de par ses connaissances d'abord, et puis ensuite parce que Jung renvoyait aussi Freud à une vraie part d'ombre. Parce que Jung, qui n'était pas juif, renvoyait à Freud qu'il l'était, et lui disait « Je ne comprends pas pourquoi
tu ne t'intéresses pas et tu n'injectes pas les valeurs du judaïsme au cœur même de ta psychanalyse. Il y a dans ton judaïsme quelque chose qui s'appelle le Yetzer Hara. C'est phénoménal. Quand on étudie le Talmud, le Yetzer Hara explique pourquoi des gens bien font des choses mal. À ça, Freud a répondu qu'il voulait que la métapsychologie, ce qu'il développait, hein, donc la psychologie au-dessus des autres, c'était Freud, soit purement universitaire, voire médicale. Et dans ce cadre-là, il ne pouvait pas intégrer la dimension spirituelle. Et je crois que l'un des plus grands problèmes de notre société, en termes de psychologie, se situe ici. C'est bizarre qu'avec l'éradication de cette espèce de valeur spirituelle, on a une augmentation des dépressions. En tout cas, moi je fais un constat. Moins il y a de spiritualité dans nos cités ou dans nos sociétés, plus il y a de dépression, plus il y a de colère et plus il y a de destruction. Donc il y a un lien entre les deux. Et Jung disait, si tu n'entres pas à l'intérieur en profondeur, tu iras en manque à l'extérieur. Ça aussi, c'est très important. Ça veut dire que chaque fois qu'on ne va pas faire un travail de s'aimer soi-même, et bien, curieusement, ça va nous handicaper parce qu'on va commencer à créer des relations avec les autres. Parce que vous savez quoi? Puisqu'on a besoin d'être aimé, puisque c'est un besoin fondamental, il faut que ce besoin, j'y réponde. Il n'y a pas plus puissant qu'un besoin. Surtout un besoin physiologique. Et l'amour, c'est physiologique. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de commencer à vous donner de l'amour pour vous-même, eh bien vous savez quoi? Vous allez le chercher ailleurs. Et il y en a qui sont prêts à faire n'importe quoi pour obtenir cet amour. Donc vous devez comprendre que moi, ça va être l'orientation que je vais donner aujourd'hui. J'espère que ça te conviendra. J'espère qu'on aura aussi beaucoup d'échanges et peut-être même de controverses, parce que c'est aussi intéressant de voir que parfois, on n'est pas d'accord sur des sujets, et je trouve ça génial. Voilà. Mais juste, je voulais poser le débat de cet amour, qui est un amour viscéral, fondamental, et qui est relié déjà d'entrée, en vrai, à une dimension spirituelle. Et que curieusement, vous allez voir que les personnes qui sont dans une dimension purement spirituelle ont très peu de problèmes d'amour de soi. Parce que si tu penses que tu es quelqu'un qui est une création de Dieu, d'Hachem, comment tu ne peux pas aimer ça, en vrai? Après, je vous dirai aussi autre chose, ce qui renverra aussi à cet univers de l'estime. L'année dernière, j'ai été saisi, dans la même soirée, je vais juste regarder la télé, et ce regard sur la télé va me permettre de porter un constat très intéressant. L'année dernière, au mois de février, il y a un monnaie qui a été vendu 175 millions de dollars. Donc, une toile qui fait à peu près 40 cm sur 60 cm, ok, prix de l'image d'un cerveau d'un homme qui est un génie. Okay. J'ai eu la chance de voir les cathédrales de Monet à Rouen. Je vous rappelle que Monet, il était daltonien et qu'il créait ses propres univers. Et si vous, un jour, vous avez la chance de voir les cathédrales de Monet qui sont réunies ensemble, c'est là que vous verrez à quel point ce type était un génie dans la perception qu'il pouvait avoir de son art. Mais en vrai, c'est une toile parmi tant d'autres. 175 millions de dollars. Je change de chaîne. Et là, je tombe sur un documentaire de la BBC qui explique qu'un garçon de 14 ans, dans le Sussex, en Angleterre, est capable de reproduire n'importe quelle toile de maître à l'excellence, mais tellement bien qu'il faut ou du carbone 14 ou une erreur de sa part pour pouvoir identifier que c'est une copie. Et ce gamin de 14 ans, il a, écoutez bien, aujourd'hui, 27 ans d'avance de commande. C'est-à-dire qu'en fait, les grands musées du monde font appel à lui pour reproduire des copies parfaites, pour ne pas exposer les copies qui s'abîment avec la lumière, avec tout ça, et qui sont aussi exposées au vol. Donc, sachez que par exemple, si vous allez dans les galeries du Muséum de New York, eh bien, à peu près 60% des toiles de maître sont des faux qui ont été faits par ce gamin. Ok? Et regardez un truc phénoménal. Une toile, 175 millions de dollars, reproductible par un enfant de 14 ans. Mais c'est reproductible. Maintenant, on va partir de vous. Okay? On va partir d'un échange qui est un échange d'amour. Vous savez, si vous êtes tous là, excusez-moi, hein, c'est qu'à un moment donné,
il y a eu un acte d'amour. Vous êtes tous le fruit quelque part de l'amour. Peut-être même un instant, même fugace, vous êtes le fruit de l'amour. Et de ce fruit de l'amour, de ces deux cellules, sachez une chose, il y a à peu près 14 milliards de possibilités. De ces 14 milliards de possibilités, vous, un être unique. Et je vais vous dire une chose, on ne peut pas vous reproduire. Quand bien même on ferait l'apologie du clonage ce soir, eh bien, vous comprendrez que si par exemple je décide de te cloner toi parce que tu es beau gosse, eh bien, même si je prends exactement le même système chromosomique, il ne sortira pas le même visage, il ne sortira pas les mêmes expressions. Oh, tu auras quelqu'un qui va te ressembler fortement. Mais en fait, tout ce que tu es, tu l'as marqué à travers ton histoire. Vous savez qu'il y a un lien qu'on appelle la morphopsychologie, qui fait que les peurs, les émotions qu'on va avoir, notre histoire s'incarne à travers notre visage. Il y a même une Américaine qui est spécialiste de la morphopsychologie qui a étudié chacun des grandes vedettes américaines et qui était capable d'expliquer à cette période-là, voilà ce qu'il était en train de vivre compte tenu du changement de son visage. Si une toile, ça vaut 175 millions de dollars et que c'est reproductible, combien vous, qui êtes une pièce unique, vous valez? Juste, je vous laisse réfléchir à ça. Bien. Alors en ce qui me concerne, je voudrais revenir un petit peu sur certaines choses que David a dites. David a commencé à parler de l'amour et de son contraire. Je vais dans un instant expliquer, selon la Torah, quel est le contraire de l'amour. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, que dans la Torah, l'amour est une mitzvah. Ça veut dire quoi que l'amour est une mitzvah? Ça veut dire que l'amour est une obligation. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les psys ou les scientifiques, mais ça veut dire que finalement, je n'ai pas le choix. Premièrement, on me parle de l'amour d'autrui, ve'afta l'ereacha kamocha, comme tu l'as dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et on me parle également de l'amour, et ça tu n'en as pas parlé, l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Genre. Alors, quel est le point commun entre l'amour d'autrui et l'amour de Dieu? Le point commun, c'est que la Torah nous demande un amour qui va être absolu. Tu l'as dit tout à l'heure, ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est facile. Y a-t-il ici ou ailleurs une personne qui n'aime pas l'amour? Tout le monde aime l'amour. L'amour, c'est une chose qui est tellement belle qu'on aimerait pouvoir aimer tout le monde. Mais dès que la Torah poursuit en disant « comme toi-même », alors tout de suite, elle a mis une limite à la faisabilité de cette mitzvah. J'aurais été capable d'aimer, mais comme moi-même, est-ce que c'est possible? Je ne vais pas rentrer dans, en tout cas pas pour l'instant, dans ce que tu as appelé l'amour de soi. Je voudrais y arriver, mais beaucoup plus tard dans notre étude. En ce qui concerne autrui, tu aimeras comme toi-même. On ne peut pas demander plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour plus absolu, plus entier, que l'amour que l'on a de soi-même. Nos maîtres demandent comment sait-on que l'on s'aime? Et ils répondent
que quand dans la vie, on voit quelqu'un commettre une erreur qu'on a soi-même commis, on va le condamner. Alors que quand on se juge à soi-même, on se trouve toujours des circonstances atténuantes. Ça veut dire que l'imagination me permet de me défendre même dans les situations les plus négatives. C'est le résultat de l'amour de soi. Donc, suis-je capable de défendre n'importe qui comme je me défends à moi-même? Deuxièmement, tu aimeras Hachem, Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Comment la Torah me le demande? Elle me dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavecha, Ufrol nafshecha, Ufrol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Je dois donc être prêt à donner tout mon cœur à Dieu. On va y revenir. Toute mon âme, donc ma vie, pour Dieu. Être prêt à mourir pour lui. Et tous mes moyens, c'est-à-dire être prêt à donner tout ce que je possède pour Dieu. Alors les moyens, la Torah n'a pas dit l'argent. Mais la Torah, elle va dire, par exemple, ce que je possède, ça peut être même des gens que j'aime, pour Dieu. Comment cela est-il possible? Comment la Torah peut me demander une chose qui me paraît inaccessible? Vient un homme dans l'histoire. Cet homme s'appelle Rabbi Akiba. Que va dire Rabbi Akiba à propos du verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Il va rajouter une phrase. Et on se demande s'il fallait vraiment être Rabbi Akiba pour la rajouter, cette phrase. Il va dire « Zé klal gadol batora ». Je traduis, c'est la grande règle de la Torah. Rabbi Akiva n'a pas précisé le sens de cette mitzvah. Il a juste constaté que c'était la grande règle de la Torah. Ton maître explique que Rabbi Akiba n'était pas un homme religieux. Il ne connaissait pas la Torah. Il ne pratiquait aucune mitzvah. Et voilà qu'un jour, cet homme rencontre une femme. Il la trouve splendide. C'est tout ce qu'il sait d'elle quand il la voit. Et il tombe fou amoureux. Cette femme s'appelle Rachel. Et il a le courage de lui demander « Veux-tu m'épouser ?» Et que lui répond Rachel? Ce que toutes les jeunes filles devraient répondre à tous les garçons qui leur demandent de les épouser, même si ça arrive rarement. Elle lui dit avec plaisir, à une condition, c'est que tu ailles étudier la Torah. Elle a tout compris, Rachel. Elle a compris que si cet homme étudie la Torah, il était capable de lui apporter tout ce qu'il lui fallait. Bon, je ne vais pas recommencer mon numéro, mais on apprend de Rabbi Akiba, enfin de Rachel, pardon, qu'on peut épouser n'importe qui. Ok? N'importe qui. Mais ça, c'est un autre cours, si vous voulez, une autre fois. Je sais, je ne suis pas crédible parce que c'est pas ce que j'ai fait, ma femme est là, mais en tout cas, la Torah est claire sur ce sujet. Rabbi Akiva va devenir le plus grand maître de l'histoire après Moshe Rabbeinu. Pourquoi Rabbi Akiva devient ce personnage? Comment devient-il ce personnage? Parce qu'un jour, il est tombé amoureux. C'est l'amour qui l'a changé. C'est l'amour qui lui a donné des perspectives qu'il ne pouvait pas imaginer. Il était ignare. Il était inculte, dans le sens culturel et cultuel. Il était ignorant. Il devient la plus grande référence. Nos maîtres disent que Moshe est le rave de la Torah écrite, quand Rabbi Akiba est le maître de la Torah orale. Il va la mettre à la portée de toutes les générations du peuple juif. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à l'amour qu'il a éprouvé pour une femme. J'ai envie de dire
le jour où il a aimé, il a compris. Vous n'avez pas compris? Il a aimé, il a compris. Apparemment, pas tout le monde n'aime ici. Comprendre quoi? Il a compris de quoi est-ce qu'il était capable. Alors, moi je voudrais expliquer quelque chose. Si la Torah me donne une mitzvah d'aimer, d'accord? Donc elle me l'impose. C'est d'abord qu'elle sait que j'en suis capable. Donc déjà, c'est rassurant. Mais c'est aussi parce que la Torah est consciente que tant que je ne sais pas ce qu'est l'amour, elle ne peut rien me demander d'autre. Quelle est la signification de la phrase de Rabbi Akiba? La grande règle de la Torah. Ça veut dire que sans cette base, rien n'est possible. Je ne peux pas demander à un homme de manger kasher, de faire le Shabbat, de donner de la tzedaka, ou tout ce que vous voulez, si d'abord il ne contient pas, s'il n'est pas capable d'aimer. Alors l'amour, c'est quoi? Et ça va être notre introduction. L'amour, mes chers amis, l'amour, c'est un projet. L'amour dans la vie, selon la Torah, c'est un objectif. Ne paniquez pas. Si vous n'êtes pas encore capable d'aimer l'Éternel de tout votre cœur, votre âme et vos moyens, si vous n'êtes pas encore capable d'aimer votre prochain comme vous-même, c'est pas grave. Il faut du temps. Il faut du temps. Moi, c'est comme ça que je rassure les couples au moment où ils rentrent sous la roupa. C'est vrai, vous ne le savez peut-être pas, mais les couples, au moment où ils rentrent sous la roupa, ils sont très angoissés. Vont-ils s'aimer? Enfin, en tout cas, si eux, ils ne sont pas angoissés, moi, je suis angoissé pour eux. C'est vrai. Parce qu'on les voit, ils sont très mignons, ils rentrent sous la roupa, ils sont tout beaux, souvent jeunes. Ok? Je reprends ma phrase. Ils sont des fois beaux, souvent jeunes. Ok? Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais est-ce que cela va durer? Est-ce que cela va durer? Et comment savoir? Vous savez, moi je dis toujours que quand j'accompagne un couple sous la roupa, si je me lâchais, en 5 minutes, je ferai en sorte que le khatan y parte en courant. Je ferai en sorte que le khatan reparte en courant. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est tellement compliqué le mariage. Il y a tellement de risques. On a une étude a été dévoilée aujourd'hui. Par rapport à l'année dernière, le taux de divorce a augmenté de 4,5% depuis l'année dernière. Ok? Et cette courbe, malheureusement, est stable. Cette progression. C'est une catastrophe. Le problème, il y en a un seul. C'est quelle est la place de l'amour dans le mariage ou de façon plus générale dans les relations. La grande erreur que tout le monde, que beaucoup de gens commettent, j'ai failli dire tout le monde, c'est de croire que l'on se marie, que l'on fonde une relation par amour. La correction, c'est de leur expliquer qu'on se marie pour l'amour. Les gens croient en se mariant qu'ils s'aiment. Mais excusez-moi d'être extrêmement exigeant avec cette notion tellement importante qui s'appelle l'amour. L'amour, pour moi, est une notion que l'on peut aborder qu'en tant que projet. Vous savez ce que c'est un projet? En hébreu, vous savez comment on dit un projet? On dit « yetov ». Vous savez ce que ça veut dire « yetov » ? Ça va aller. Sous-entendu, ça va pas du tout. Mais ça va aller. Mais c'est vrai. Vous allez chez un malade et vous lui dites « ça va aller ». Il va mieux déjà. Il est encore malade. Mais s'il sait que ça va aller, il est déjà rassuré. Ce qui rassure les gens qui ont peur de connaître l'échec, c'est que ça peut s'arranger.
Ça veut dire que cette dimension dans laquelle les choses vont s'arranger doit rester un projet. Alors voilà. Premièrement, dans le couple, tant que l'amour reste un projet, l'histoire peut continuer à s'écrire. N'ayez pas peur de ce que va devenir l'amour dans votre relation. Au contraire, ne vous posez pas la question de savoir est-ce que vous vous aimez maintenant. Demandez-vous est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux qu'hier, alors demain ça a toutes les chances d'être encore mieux. L'amour est un projet. Un de mes maîtres disait le verbe aimer ne doit jamais être conjugué au présent. Parce que derrière un présent, il n'y a qu'un passé. Quand j'aime, que me restera-t-il demain? Quand j'espère aimer, une relation peut durer 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, plus. Elle est toujours dans cette même progression. Donc voilà les 3 points sur lesquels je voudrais revenir. Le côté absolu de l'amour, le contraire de l'amour et le projet que représente l'amour. Bon, eh ben on est d'accord en fait. Si la Torah le dit, c'est que fondamentalement, en fait, au niveau neurologique et au niveau génétique, c'est essentiel. On est d'accord. Ce qui est important aussi maintenant, une fois encore, je vais mettre en avant la science. Je me cache, hein. Sachez une chose, je me cache derrière la science. C'est aussi important de comprendre, parce que c'est la chose qui m'a permis de me rassurer moi et d'essayer de comprendre quelles étaient mes propres névroses à moi. J'ai toujours été un chercheur pour essayer de comprendre quel genre de personnage j'étais, juste pour être sûr de limiter mes erreurs. Donc il y a 2 orientations que j'aimerais donner à notre débat maintenant. C'est finalement, puisqu'on est d'accord pour dire que c'est essentiel, que d'un côté c'est notre structure génétique, de l'autre côté c'est le fondement même de la Torah, finalement, qu'est-ce qui va faire que on peut créer ces états d'amour? Parce que c'est complexe. J'aimais bien cette phrase du Rav Ben Chetrik qui disait « Pour construire un amour commun, il faut détruire 2 amours propres ». Je crois que c'est important aussi de le rappeler qu'il y a 2 choses que nous devons faire pour faire naître l'amour dans notre vie. Poser des actions très concrètes, parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui nous frappe du jour au lendemain. Tu le disais très bien, c'est vrai que parfois quand on se marie, on n'imagine pas ce à quoi on va être confronté. Oscar Wilde disait se marier, c'est quand 2 personnes regardent dans la même direction. Mais laquelle? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a toujours une dimension de la personnalité. Quand 2 êtres humains vont se mettre ensemble, ce sont 2 cultures différentes. Ce sont parfois 2 cultes différents. Ce sont des expériences différentes, des connaissances différentes, une conscience différente, un mindset différent. Et que pour que tout ça s'organise et se coordonne, pour ne faire qu'un, c'est complexe. Et il y a 2 dynamiques pour réduire cette complexité. La première dynamique, c'est savoir est-ce qu'il existe des choses concrètes à faire pour créer une relation d'amour avec la chose. Premier item. Donc, je vous parlerai de ce que dit la recherche en neurosciences dans ce domaine. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des choses, des attitudes, des comportements susceptibles de détruire l'amour? Parce que parfois, on voit des personnes qui ont la volonté d'aimer, mais qui au quotidien vont avoir des comportements qui fatalement va détruire la relation d'amour. Et c'est pas qu'ils ne le veulent pas, hein. C'est que c'est dans un mode de fonctionnement habituel et que parfois, on entendra, combien de fois on a entendu une personne de toute bonne foi se dire mais je l'aime, d'accord, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Je ne sais pas. Mais je te jure que je l'aime. Et je suis sûr que c'est vrai. Il est en train de dire, tu sais quoi? Je l'aime, mais j'ai des modes de fonctionnement que j'arrive pas à changer. Mais en fait, en vrai,
c'est là-dessus aussi qu'on doit se poser un vrai regard et sur lesquels on doit s'attarder, parce que c'est ça qui détruit l'amour. Je vais revenir sur la première partie, peut-être qu'on pourra revenir sur la deuxième tout à l'heure. Ce que les neurosciences disent, c'est quelque chose d'un petit peu différent que ce que tu as dit là, Yaakov, parce que pour les neurosciences, l'amour se conjugue au présent. Ça va être une très grande différence qu'on va poser, et je crois que c'est la première fois que je ne suis pas d'accord. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on s'est rendu compte que cet état émotionnel, parce que c'est un état émotionnel, d'accord? Appelons un chat un chat. Cet état émotionnel, pour le créer, il y a des conditions pour ça. Et il y a en tout cas 3 piliers essentiels qu'on doit mettre en œuvre. La première, c'est de créer des moments de relation, des moments positifs que l'on va enregistrer ensemble. Ça, c'est le premier point de départ. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on prend un couple, par exemple, qu'est-ce que vous partagez ensemble? Quels sont les moments positifs que vous partagez ensemble? Est-ce que le couple il rigole ensemble? Est-ce qu'ils partagent ensemble des moments sur la culture, sur le monde, sur la vie? Est-ce qu'ils ont des moments de sérénité ensemble? Est-ce qu'ils ont des moments de gratitude ensemble? Est-ce qu'ils ont des moments d'échange? Est-ce qu'ils ont une intimité? Ça, c'est très important. Parce qu'on se rend compte que sans ça, on ne construit pas quelque chose qui s'appelle l'égrégore. Alors l'égrégore, c'est quoi? L'égrégore, si on va du côté de la systémie, de l'analyse systémique, l'égrégore, c'est quand dans un système, ça commence par 2, hein, et on est dans un système quand il y a 2 choses. D'accord? Donc un couple, c'est un système. Un égrégore, c'est ce qui unit, c'est l'esprit qui unit, l'esprit commun qui unit les 2 systèmes. Quand tout à l'heure je vous disais qu'il faut détruire 2 amours propres pour construire un amour commun, la construction de cet amour commun s'appelle l'égrégore. Et l'égrégore, il se nourrit de quoi? Des souvenirs positifs ou négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un souvenir, c'est très intéressant comme le mot, il est intéressant. Souvenir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui est sous-jacent, mais qui va déterminer ce qui va arriver. Par exemple, si vous avez eu un accident extrêmement violent en allant de Tel Aviv à Jérusalem, quand vous allez prendre votre route pour y aller, vous allez avoir un souvenir. C'est-à-dire que ces choses sous-jacentes vont faire venir un état interne, peut-être même des craintes, des peurs tellement excessives que vous risquez de reproduire l'accident. D'accord? C'est ça la puissance d'un souvenir. C'est que c'est quelque chose qui est ancré, qui est là, qui va avoir une espèce de résurgence, mais qui peut aussi programmer ce qui va se passer demain. C'est ça la puissance d'un souvenir. Et en fait, l'égrégore, il se nourrit des souvenirs. Si la somme des souvenirs que tu as avec ton conjoint, par exemple, ou ta conjointe, ta femme, sont positifs, l'esprit du couple, il est positif. Et dans ces cas-là, même quand on traverse une période difficile, les souvenirs vont apparaître en disant « Hey, on n'a pas traversé tout ça. Aujourd'hui, il y a ce petit problème. Viens, on fait face, on fait front ensemble. » Maintenant, si, à l'opposé, la somme des souvenirs, en 2 mots, elle est négative, à partir du moment où il va y avoir un gros obstacle, il n'y aura plus personne. Donc ça veut dire que l'une des conditions premières pour construire l'amour, c'est d'avoir cette volonté, et j'aime beaucoup ce que tu as aimé, c'est l'intention de créer des souvenirs heureux avec la chose. Quand je dis la chose, ça peut être ton couple, mais par exemple, il y en a qui me disent « Moi, j'aime pas mon travail ». Vous avez déjà entendu ça, quelqu'un qui me dit « J'aime pas mon travail ». Ça veut dire que les personnes qui te disent « Non, mais moi, je m'investis pas, j'aime pas mon travail ». Ils sont juste en train de te dire « Tu sais, je n'ai pas de relation d'amour avec mon travail ». Et c'est vraiment important. Les personnes ne vous diront pas « Tu sais, j'ai fait de l'analyse profonde de mon travail. En ce qui concerne tout ce qui est productif, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, il y a quelques points ici que je comprends pas, ou je n'ai pas la compétence, ou je n'ai pas la force. » Non, non, non. Les personnes vont être assez dichotomiques. J'aime, j'aime pas. Et vous allez voir que le j'aime dépend également de ce que tu vas vivre de positif dans ton travail. Et si tu vis des choses qui sont intéressantes, passionnantes, quand bien même ton travail est difficile, eh ben, à ce moment-là, tu diras j'aime ton travail.
Et si un jour dans ton boulot, tu rencontres quelque chose de difficile, une remise en question, un gros changement, parce que tu aimes ton travail, tu feras les choses pour préserver. Parce que quand on aime quelque chose, notre mission, c'est de préserver aussi la chose. Parce que c'est pas tout d'aimer. On peut aimer un instant. Ok ? Vous savez tous qu'on dit que l'amour dure 3 ans. On peut se poser la question pourquoi on dit ça. Hein ? Parce que en fait, dans l'état amoureux, sachez que quand deux personnes tombent amoureuses, il va se passer quelque chose d'assez passionnant. Il va y avoir une libération totale d'ocytocine dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surproduction d'ocytocine, et cette surproduction, elle va durer entre 9 mois et 3 ans. C'est-à-dire que pendant les 3 premières années, si tu es chargé d'ocytocine, quand tu es chargé d'ocytocine, on peut te dire n'importe quoi. Hein. On peut te dire n'importe quoi. Le monde s'écroule, tu t'en fous. Hein. Tu l'aimes. C'est ce qu'on appelle un gogol. Okay ? Et dans ces cas-là, tu as une perte totale d'objectivité. Parce que quand on est dans l'ocytocine, quand on a une charge totale d'ocytocine, on perd l'objectivité. Et heureusement d'ailleurs. Je vais vous rappeler une chose, mesdames, c'est pour vous. Mesdames qui avaient accouché, vous vous rappelez de la douleur que ça fait de sortir un bébé de son ventre? C'est alien le truc. Franchement. Et la plupart des femmes, quand elles sont en ce moment-là, elles disent « Plus jamais ! Plus jamais !» Alors, pourquoi à ce moment-là, c'est plus jamais, et peu de temps après, c'était le plus beau jour de ma vie. Écoute-moi bien, chérie, j'étais avec toi, ça ressemblait pas au plus beau jour de ta vie. Tu m'as pris par les cheveux, tu m'as insulté, tu as insulté ma mère, de ma création, tu as insulté Dieu, tu as insulté tout le monde, et tu as dit « Plus jamais ! Plus jamais !» Et là, tu dis à tout le monde, c'est le plus beau jour de ta vie. Ouais, parce que c'était quand même le plus beau jour de ma vie. Pourquoi ça se passe? Parce que quand il va y avoir la libération du placenta, il va se passer un truc magique. Le cerveau va vous envoyer une surdécharge d'ocytocine 127 fois supérieure à la moyenne. Pourquoi? Pour qu'à ce moment-là, vous oubliez même la douleur. Parce que franchement, quand on voit la douleur que tu as envie de dire, mais pourquoi tu y retournes? Pourquoi t'en veux en deuxième? Non, c'était génial. Non, c'est ça. Mais tu le fais. Tu le fais parce qu'à ce moment-là, le cerveau a mis en place quelque chose pour que cette douleur-là soit oubliée. Et cette ocytocine-là, en fait, il se crée quand on est amoureux. D'accord? Puis un jour, l'ocytocine va réduire sa production. Parce qu'il ne peut pas maintenir cet engagement trop longtemps sur la durée. 3 ans, c'est beaucoup. Et dans ces cas-là, on va voir l'autre avec ses vraies qualités et aussi avec ses vrais défauts. Et c'est là où on va savoir si la personne est prête à aimer ou pas. On va sortir de la fusion amoureuse pour rentrer dans est-ce que je rentre dans un projet d'aimer ou pas. Donc la première des conditions sine qua non, c'est en premier lieu d'organiser et d'avoir la volonté de construire des souvenirs heureux. Et vous savez quoi, un souvenir heureux? C'est pas obligatoirement d'emmener madame à Venise pour un week-end, même si ça peut être sympathique. C'est au quotidien. Là, par exemple, on a une formation sur le coaching de couple en France. L'une des premières choses que je veux dire à un couple, c'est qu'est-ce que vous construisez tous les jours? Quelles sont les plus petites attentions? Ce soir, est-ce que vous pouvez dire, tiens, aujourd'hui, j'ai eu 3 attentions heureuses, 3 partages heureux avec ma conjointe, mon conjoint, mon épouse, mon époux. Si tu n'es pas capable de répondre oui à cette question, tu es en déficit. Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, tu es en déficit. Vous devez être capable de dire, bah tiens, ce matin on a une petite conversation, tiens, ce matin je lui ai souri, c'était un moment agréable, ou j'ai fait une petite sieste dans ses bras, c'était sympa, ou on a fait la promenade de la chienne, c'était cool. Mais ça peut paraître tout con. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que créer un égrégore de choses positives, c'est pas de faire des choses extraordinaires, c'est de partager un moment. La deuxième condition sine qua non, ça va être ce qu'on appelle les synchronicités. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que la capacité qu'on a d'observer l'autre et de le comprendre, que vous aimez tous à la hauteur du plus grand amour de votre vie. Voilà mon souhait. En fait, on va s'apercevoir que ces synchronicités, elles sont extrêmement importantes. Combien de fois vous avez des personnes qui disent, tu sais quoi, on est tellement en lien que parfois on se regarde, juste en se regardant, on se comprend. Vous avez vécu ça? Ben ça, c'est une preuve que vous aimez. En tout cas, neurologiquement parlant, ces choses se passent quand vous aimez. Si vous regardez un couple marcher dans la rue, moi je peux vous dire, quand je regarde un couple dans la rue, je peux vous dire s'ils sont en lien ou s'ils ne sont pas en lien, juste à leur façon de marcher.
parce que le langage non verbal, il dit beaucoup de choses. Regardez un couple qui s'aime, qui marche, vous allez voir que logiquement, leurs jambes sont coordonnées. Quand ils marchent ensemble, le pied droit et le pied droit sont ensemble. Ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais non, observez ça. Vous allez voir que un couple qui s'aime, au niveau neurovégétatif, la gestuelle, elle est posée sur celle de l'autre. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Ekman. Paul Ekman, il fait partie des 100 personnes qui, selon Forbes, a le plus contribué à comprendre, à faire comprendre et à faire évoluer les États-Unis. Paul Ekman, c'était la première personne à aller voir les tribus de Papouasie pour leur faire travailler sur les émotions. Il y a une série qui s'appelle Lie to Me, je ne sais pas si vous connaissez. Le consultant de cette série, c'était Paul Ekman sur le langage non verbal. Moi, j'ai eu la chance de me former avec Paul. Et Paul, en fait, lui, sur les rapports amoureux, il portait un regard extrêmement simple. Est-ce qu'il y a synchronicité dans la gestuelle, dans le mode de fonctionnement quand les gens parlent? Il suffit de voir deux personnes qui s'aiment, même s'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas en désaccord au niveau gestuel. Puis le troisième point, c'est d'avoir des intentions positives et des comportements bienveillants vis-à-vis de l'autre. On s'aperçoit que quand on aime quelqu'un, on l'aime parce qu'on a une intention positive et on a des gestes bienveillants vis-à-vis de lui. Voilà. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as pas d'intention positive et tu n'as certainement pas des gestes bienveillants. Mais vous allez voir que ces trois conditions-là, quand on les observe, et quand moi on me dit, par exemple, quand le matin je lis le schéma et que je lis « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens », et bien en fait, moi c'est à ça que je pense le matin. Je pense à ces trois-là, à ces trois choses-là. Tiens, est-ce que je crée, par exemple, des choses positives dans ma relation avec Hachem? Ça peut paraître tout bête ce que je suis en train de dire, mais moi, régulièrement dans la semaine, j'aime bien me prendre un petit moment pour moi. Je me balade, je suis seul. Dans ces cas-là, je coupe mon téléphone et je suis dans une véritable relation. Après, j'ai appris que les Breslev, ils appelaient ça l'Igbo des doutes. Mais je trouve ça intéressant de voir d'être seul avec la nature. Et moi, personnellement, alors je suis peut-être un schizophrène, mais je parle souvent à Dieu. Voilà. Et je lui pose des questions. J'entretiens cette relation. J'estime que quand, par exemple, je vais à la synagogue ou quand je prie, quand je fais des choses, eh bien, moi j'avais une conversation avec une amie ce week-end qui me disait « Non mais moi le samedi c'est chiant, mon mari va à la synagogue. » Je dis « Mais ton mari il est juif. » Elle disait « C'est chiant. » Elle me dit bah, « Moi le samedi c'est le seul jour où on peut avoir de repos, donc je préférais qu'on aille sortir. » Je dis « Mais t'es juif, ton mari il est juif. » C'est une contrainte, mais ce qu'il fait pour lui et pour ton foyer, c'est une protection divine. Et une fois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de mon point de vue, par exemple, d'aller à la synagogue, d'aller prier, de donner mon maaser, tout ça, ce sont des actes qui sont pour moi des actes d'amour. D'accord? Donc, une fois encore, si on s'intéresse à ces trois piliers-là et qu'on les renforce dans ce que l'on fait, la chose, elle se transforme en amour. Voilà. Vous avez aimé ce qu'il a dit? C'est beau, hein? Ouais. Dommage qu'il n'a pas parlé de l'amour. Parce que moi, j'ai quand même un certain nombre de questions sur ce que tu as dit. Premièrement, toi qui aimes Dieu, parle-moi de la synchronicité entre toi et Dieu. Vos jambes, elles marchent au même rythme? J'aimerais comprendre comment ça se passe avec un couple où le mari, par exemple, il mesure 2 mètres et la femme, elle mesure 1,50 m. Quand l'un fait un pas, l'autre, il en fait 2. Comment on fait pour la synchronicité? Il a dit que j'ai raison. Alors... Si ça arrive qu'il y ait une grande différence physique, vous allez voir que si les jambes ne sont pas synchronisées, les bras le seront. Non, mais je t'assure, il y a toujours une partie du corps, mais après la synchronisation, elle n'est pas que physique, elle est verbale. Vous allez voir qu'ils vont prendre les mêmes intonations, ils vont prendre les mêmes expressions. Vous allez voir que parfois, c'est il ou elle qui parle, mais ils vont dire la même chose. Moi, je vais vous dire une chose, je me rappelle d'un souvenir que j'ai eu au restaurant avant qu'on fasse notre alia. On est au restaurant ce soir-là, on est avec 2 couples ce soir-là qui ont fait l'expérience de venir en Israël et de revenir. Ça n'a pas marché pour ces 2 couples-là. Pendant toute la soirée, ils ont maudit Israël. Pendant toute la soirée, ils ont dit « ça ne marchera pas, puis tu verras, de toute façon on vous donne 1 an, ça n'a pas marché ». À un moment donné, je prends mon téléphone portable, je suis en train d'écrire un message. Quand j'envoie le message,
je reçois un autre message. J'ai envoyé un message à mon épouse et à ce moment-là, mon épouse m'a envoyé un message. Les deux messages, on avait dit exactement la même chose. Surtout, ne les écoute pas. Ben, c'est ça une synchronicité. C'est ça, c'est-à-dire qu'on vit la même expérience, mais on pense la même chose au même instant, au même moment. Ma femme vient de m'écrire, surtout ne l'écoute pas. Alors, plus sérieusement, c'est très beau, je suis d'accord à 100%, ok, mais je n'arrive pas à comprendre si un couple qui s'aimait ne s'aime plus, ça veut dire qu'il n'a plus de souvenirs? Ils ont disparu les souvenirs? D'accord. Mais le problème, c'est à quel moment ça va basculer. Je ne contredis pas du tout ce que tu dis. Je voudrais, si tu permets, apporter une touche supplémentaire. Ok? Moi, j'ai parlé d'un amour projection. J'ai expliqué que pour moi, le vrai amour, c'est celui que l'on va construire, vers lequel on va. Il est évident qu'on ne peut pas toujours s'aimer au futur. Il y a bien un moment où on va se dire « je t'aime ». Et là, on va parler au présent. Mais quel est le problème de l'amour? Voilà. C'est quoi le drame de l'amour? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de l'amour et de la peur, et j'ai beaucoup aimé, parce que je crois, et si j'ai bien compris ce que tu as voulu dire, parce que quelque part, l'amour fait très peur. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a peur d'aimer. Parce que aimer, ça peut vouloir dire aussi un jour perdre. Perdre la personne, Dieu préserve, ou perdre l'amour. Et c'est vrai qu'on éprouve vis-à-vis de ceux que l'on aime une espèce d'angoisse. On n'est jamais tranquille. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Moi, ce que je voudrais expliquer, c'est que l'amour, c'est beau, l'amour, c'est important, mais l'amour est un danger. Et c'est en ça que je voudrais, si vous voulez bien, apporter la définition du contraire de l'amour selon la Torah. Encore une fois, avec des mots très simples. La Torah dit « Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha ». Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout? Non. Non. Parce que de tout ton cœur, c'est bechol libecha. Pourquoi la Torah dit bechol levavecha? Tous les commentateurs expliquent et ils disent tu aimeras Dieu avec tes deux penchants. Levavecha, c'est un pluriel. Traduisons correctement, tu aimeras Dieu de tous tes cœurs. Tes cœurs. Mesdames, ça vous dérangerait que votre mari, il a un deuxième cœur pour quelqu'un d'autre? Non. La Torah me dit, tu aimeras Dieu de tous tes cœurs. Ok? Alors on va expliquer. De quoi s'agit-il? En hébreu, ça s'appelle, c'est très simple, c'est même une expression qu'on a l'habitude de galvauder. Yetzeratov, Yetzerara. J'ai envie de dire comme ça. Dans la vie, il y a l'amour positif et il y a l'amour négatif. L'amour positif, c'est quoi? C'est l'amour généreux. Hein, c'est l'amour que je donne. C'est l'amour que j'ai en moi et j'attends de pouvoir en faire bénéficier autrui. C'est un amour qui me permet de créer des liens, d'intensifier des relations. Sans cet amour, mais les relations seraient d'une platitude. Et, si je peux me permettre, elles ne dureraient pas. Cet amour, on va l'appeler Yetzer Atov. Ça veut dire le bon côté de la personne. Ou, encore un peu différemment, si vous voulez bien, ce que j'ai de bon en moi. Quand j'aime quelqu'un, c'est le côté positif qui est en moi qui anime ce sentiment. Mais attention, je ne sais pas vous, mais je parle de moi. Il n'y a pas que des bons côtés en moi. Il y a par exemple un côté très égoïste chez chacun d'entre nous. Et là, je l'affirme. Mais le côté égoïste, est-ce que dans l'amour, il a une part? Évidemment. C'est toi-même tout à l'heure qui a commencé en parlant à parler de l'amour de soi. C'est quoi l'amour de soi? C'est quand je m'aime à moi. Donc par exemple, si j'aime une femme juste parce qu'elle est belle, c'est pas la femme que j'aime. C'est son côté esthétique
qui m'apporte énormément. Il m'apporte du plaisir, par exemple. Si j'aime une femme parce qu'elle est riche, ou parce que c'est un puits de science, ou ce que vous voulez, c'est pas elle que j'aime, c'est moi. Je vous demande de vous poser la question très simplement. Dans ce que vous aimez positivement ou vous aimez égoïstement? Vous aimez le poulet ou le poisson ou le fromage? Racontez pas des histoires. C'est rigolo, hein? On utilise le même mot. Parce qu'en fait, ce mot, il indique ce qu'on va appeler en hébreu une mida. Une mida, je vais le traduire, une capacité. D'accord? Dans mes capacités, il y a celle d'aimer. Mais attention, la mida, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Alors, j'ai un problème. J'ai un problème parce que l'amour me fait peur. Pourquoi l'amour me fait peur? Parce que je tremble à l'idée que le plus beau des amours se transforme un jour en un amour qui est beaucoup moins beau. Un amour qui était à la base tourné vers l'autre, mais un jour je constate qu'en fait, il était tourné vers moi-même. Problème. Qu'en est-il de cette exigence que j'avais à propos de ce sentiment? Parce que ce que je vous dis, mes chers amis, c'est presque incontournable. Il n'y a aucun moyen de se protéger complètement de cela. Excusez-moi, mais moi, je n'ai pas envie d'aimer quelqu'un pour 9 mois ou 3 ans. J'ai pas envie. David, il faut que tu me rassures. Tu me parles d'un processus chimique qui est le résultat d'un sentiment. Vous savez où va mon exigence de l'amour? Je n'aime pas qu'on se permet d'utiliser le mot amour pour n'importe quoi. Je n'aime pas l'idée d'un couple qui se connaît depuis très peu de temps. En d'autres termes, qui se connaît très peu et qui se dit je t'aime. J'aime pas. Je ne peux pas les empêcher, à moins que ce qu'ils se disent, c'est leurs objectifs. Comme s'ils étaient en train de se dire j'aimerais t'aimer. Mais moi je vais vous dire, quand on est marié depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc., on a l'impression qu'avant on ne s'aimait pas. On a l'impression que l'amour suit cette courbe dont on parlait tout à l'heure, et que tous les jours on découvre quelque chose. J'aimerais pas revenir en arrière un seul jour dans mes relations amoureuses. J'aimerais pas. J'aimerais pas réaimer mes enfants comme au jour de leur naissance. J'aimerais pas. J'ai adoré ces moments. Dieu m'a gâté. Il en a gâté beaucoup d'autres. Mais j'aimerais pas revenir au moment où j'ai aimé cet inconnu. Je croyais le reconnaître en décelant des traits qui m'étaient familiers, mais ce n'était pas ça l'amour. L'amour, c'est le résultat d'un travail. L'amour, c'est, écoutez bien, c'est pas le travail, c'est la récompense. En d'autres termes, si un jour quelqu'un me disait je t'aime, je serais tenté de lui demander t'as fait quoi pour m'aimer? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu mériterais de m'aimer? Il n'y a pas de plus grande récompense dans la vie que l'amour. L'amour est un résultat. L'amour n'est pas un état. Tout le reste, je ne sais pas comment ça s'appelle. Rencontrer une personne, avoir le coup de foudre, ça existe. Vous l'appelez comme vous voulez, mes chers amis. Et moi, je n'ai pas envie qu'on l'appelle l'amour. En tout cas, moi, je ne l'appellerai pas l'amour. Parce que l'amour est une construction. Quand j'ai parlé du côté absolu de l'amour, c'est à ça que je faisais allusion. Nos maîtres, par exemple, le Mirtav Meliaou, que j'aime beaucoup, qui est une vraie référence dans ma vie, dans mon parcours, il explique ce que c'est que l'amour. Il dit une double phrase. Je vous la soumets. Le Rav dit, on aime celui auquel on donne. Si vous ne m'avez rien donné, vous ne pouvez pas m'aimer. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça veut dire aussi que plus je donne, et plus j'aime. Je n'ai pas de doute qu'une maman adore son enfant au moment de sa naissance. Mais quand elle lui a donné, pendant des années, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, j'ai rien contre des relations qui un jour s'arrêtent. Mais moi, vous savez ce que j'essaie de faire quand j'ai face à moi un couple,
qui ont l'impression de plus s'aimer. Vous avez des couples qui se découragent parce qu'ils ont l'impression qu'ils se sont aimés, que ça ne pourra plus jamais être comme ça. C'est triste, hein? Ils se sont adorés, pense-t-il. C'était fou de l'un de l'autre. Mais tout ça, monsieur le rabbin, je l'entends moi souvent, vous comprenez, c'est fini. Bon, c'est vrai, on est peut-être prêt à faire l'effort de s'installer dans une relation raisonnable. Non. D'abord, amour et raison, ça ne va pas ensemble. Mais au contraire, je leur explique que, et là je me sers de ce que tu disais David, c'est pour ça que je ne contredis absolument pas ce que tu disais. Mais pour moi, c'est les outils qui vont me servir à aimer. Oui, j'ai besoin de souvenirs. Vous savez, un jour un homme m'a dit, un homme politique, en général je ne les cite pas trop dans mes références, il m'a dit une phrase intelligente. Il m'a dit, quand un homme politique, lors d'une campagne électorale, vous allez voir, on y arrive là, vous raconte ce qu'il a fait, les gens ne votent jamais pour lui. On ne vote pas pour des souvenirs, on vote pour des projets. Un homme politique performant, c'est un homme qui sait faire croire qu'à partir de maintenant, ça va aller mieux, grâce à lui. Celui qui vous dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est bien, on a beaucoup de reconnaissance pour lui. Mais ce n'est pas ça qui va nous inciter à lui donner notre voix. Donc, dans l'amour, on suit la même progression, encore une fois, le même mécanisme. Je n'aime pas pour ce qui a existé, mais je peux aimer grâce à ce qui a existé. Et si j'ai du mal à me souvenir de ce qui a existé de positif, parce qu'attention, ça peut arriver, alors je n'ai plus que l'avenir, le projet, pour me rassurer. Le Rav Dessler disait, si j'aime celui à qui je donne, c'est donc que j'aime celui qui profite de moi. Vous aimez ceux qui profitent de vous? Oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais oui. Oui. Plus une personne a profité de moi et plus je l'aime. Ah, mais je ne suis pas un pigeon. Non, je suis une colombe. En hébreu, c'est pareil. Ok? Ça veut dire que quand je me retrouve dans l'autre, eh bien, je me retrouve à moi. Ah, donc vous voyez, de nouveau, je reviens vers l'amour égoïste. Alors, mon cher David, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Mais pour moi, l'amour a deux pôles. Il a un pôle égoïste, il a un pôle, au contraire, très généreux. Attention, l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. C'est peut-être ce qu'on a voulu dire, toi et moi, entre le présent et le futur. Que l'amour au présent est un amour égoïste. C'est vrai. C'est vrai. Une maman est très vexée quand elle a préparé à manger à son enfant et qu'il ne finit pas son assiette. Dites la vérité, mesdames. Vous êtes vexés. Mais je me suis fatigué pour toi. Mais l'enfant, il n'en a rien à faire. Vous n'avez rien demandé. Mais c'est normal. Vous voyez en lui tout ce que vous avez investi de vous, et c'est bien. Mais ça, c'est pas le projet. Ça, c'est pas le projet. Ça veut dire que le projet, c'est quand un jour, il n'y a plus de calcul. Écoutez bien, j'aborde une dernière notion avant de rendre la parole à David. La Mishnah dans Avot me parle de deux types d'amour. Ahava, atluya badavar, et Ahava, she'ena, teluya badavar. Un amour qui est dépendant de quelque chose, et un amour qui ne dépend de rien. C'est facile pour moi de vous aimer ce soir. Vous êtes venus nous écouter, merci. C'est vrai. Vous nous avez rendu service, vous nous honorez, ben on vous aime. Est-ce que je suis capable d'aimer celui qui m'a jamais rien apporté? Celui qui ne m'apportera jamais rien? C'est-à-dire l'amour pur, sans rien attendre en retour. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? La Mishnah dit oui, c'est possible. Mais si ça c'est pas un projet, expliquez-moi qu'est-ce qui est un projet dans la vie? Je ne sais pas, je suis sûr que vous aimez des gens, ok, mais je suis sûr que les gens que vous aimez, il y a des conditions, au moins pour entretenir cet amour. Alors je vais conclure avec la phrase suivante. L'amour est une énergie. L'énergie est toujours consommatrice. Quand un amour consomme sa propre énergie, il aura tendance à disparaître. Quand un amour crée sa propre énergie, alors c'est un amour qui ne disparaîtra jamais.
Mais il a dit tellement de choses. Je me suis dit, j'aurais dû prendre un cahier, prendre plein de notes. C'est horrible. Je reviendrai sur la... Alors d'abord, une fois encore, je vais remettre les choses dans le débat. Pourquoi des personnes vont dire « j'aime les pommes de terre » Il y en a qui vont dire « j'aime les pommes de terre ». Et une fois encore, vous devez savoir qu'on ne choisit pas un mot par hasard. Et neurologiquement, chaque mot est relié. Chaque mot que vous allez employer est lié à une neurologie particulière. C'est-à-dire que à ce moment-là, d'une façon ou d'une autre, j'ai établi une relation avec l'objet, avec la chose dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis d'accord avec toi. L'amour, c'est un projet. Mais quand tu me dis, l'amour, c'est un résultat qui est lié à un état interne. C'est comment tu sais, toi, que tu obtiens ce résultat, tu as un ressenti. Comment je sais, par exemple, que ce que j'ai fait est bien? Pour le savoir, si je ne reste que dans l'intellect, je vais me prendre la tête, mais je ne saurai jamais. Ce qui va faire qu'à un moment donné, je peux prendre une décision et te dire, cette chose-là, c'est bien ce que j'ai fait, c'est un état interne. C'est la raison pour laquelle l'amour, certes, est un résultat, mais ce résultat, il est mesurable par un ressenti spécifique. Et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que ça ne contredit pas ce que tu viens de dire. Je veux juste dire que on ne peut pas dire aujourd'hui que l'amour, ce n'est pas un état interne. C'est un état interne, et c'est ce résultat qui va me permettre justement de prendre des décisions. Pourquoi on va dire que, effectivement, moi, j'aime pas non plus particulièrement. D'ailleurs, c'est intéressant que moi, comme toi, tu dis par exemple, vous savez, les personnes qui disent j'aime un plat en sauce, par exemple, j'aime pas. Donc on emploie aussi le j'aime pour dire que j'aime pas ces mêmes personnes. En fait, on va s'apercevoir que l'amour est partout. Et une fois encore, c'est pour ça que ce soir, je voulais sortir l'amour de l'état amoureux. Parce que l'état amoureux, d'abord, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et qui engage une certaine forme de filiation, de relation. Mais par contre, je trouve qu'on peut mettre de l'amour dans tout. Je suis désolé, ça vous paraître dingue ce que je vais dire, surtout toi, parce que parfois ça le rend fou. Mais moi, j'aime mes animaux, quoi. Et je vais faire des choses pour ça. Non, mais je vais faire des choses pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, mes chiennes, je ne veux pas qu'elles aient une vie de chien. Donc, je vais passer du temps avec elles. Je vais les sortir, je vais prendre soin d'elles, je vais les éduquer. Éduquer un chien, ça prend du temps, ça prend de la volonté. Parce que si on n'a pas une bonne relation ensemble, on risque d'avoir des vrais problèmes. Et qu'un chien, ça peut être une merveille dans une maison, mais ça peut être aussi un tsunami. Okay ? Donc c'est juste important de comprendre que quand on aime quelque chose, on s'investit. Pourquoi il y en a qui vont me dire « j'aime les maths » Parce qu'ils ont fait des choses qui leur ont permis de développer un esprit mathématique et qu'à un moment donné, par rapport à cette chose-là, ils ressentent un état interne qui libère de l'ocytocine. Et cette libération d'ocytocine, c'est ce qui fait dire chez moi « j'aime ou j'aime pas ». Là où je te rejoins, Jung, pour reprendre Jung, je prends que mes théories que je connais, hein, mais Jung disait qu'on avait deux formes d'amour. L'amour inconditionnel et l'amour de besoin. Et l'amour de besoin est dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où tu as raison, et c'est tout le problème, et c'est tout le problème aussi parfois que je vois dans des couples, parce que dans notre communauté, on a des personnes qui se marient jeunes. Ok? Mais on va aussi comprendre qu'à un moment donné, la responsabilité de la construction du foyer va les confronter à la réalité de la vie aussi. Ça veut dire que ce qu'on voit aussi, ce sont des couples qui grandissent ensemble, mais parfois ni à la même vitesse, ni dans la même direction. Je vois notamment parmi les personnes, vous savez, moi, il y a une chose que je fais assez régulièrement, et les personnes qui sont ici, qui sont formées avec moi cette année, le confirmeront. J'essaye assez régulièrement de rappeler que c'est pas parce qu'on fait du développement personnel qu'il faut prendre la tête aux autres avec le développement personnel. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire qu'un coach que j'ai formé. Un jour, moi je me rappelle, hein, j'étais avec mon épouse, on est invité à une soirée,
Et à cette soirée-là, il y avait une de mes étudiantes. Et elle arrive, alors je ne sais pas si elle a fait du zèle exprès ou pas, mais il y a cette jeune fille qui arrive, la gamine devait avoir 6 ou 7 ans. Elle la regarde, il fait, t'as passé une bonne journée ma chérie? Oui maman. Ok. Sur une échelle de 0 à 10, dans ta capacité à avoir passé une bonne journée, t'étais à combien? Et là, moi, j'ai regardé ma femme, j'ai créé un monstre. Parce que c'est juste ce truc-là. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que chaque fois que je vais grandir, chaque fois que je vais être confronté à des épreuves, et même si on est en couple, on n'est pas obligatoirement confronté au même problème. J'imagine que quand je vais perdre mon père il y a 2 ans, je vais être très triste, mon épouse va être triste, mais on ne va pas vivre la même expérience. Je ne viens pas de perdre la même chose. Elle vient de perdre un beau-père, je viens de perdre un père. Donc il est évident que cette expérience-là va me confronter à une réalité qui sera une réalité différente, et la façon dont je vais réagir à cette expérience va faire que je vais grandir ou pas. Maintenant, il y a une chose qui est vraie, c'est que quand on se marie, est-ce qu'on se marie pour les bonnes raisons? Ça aussi, c'est une vraie bonne question. Parce que je suis d'accord avec toi, limite, on pourrait épouser n'importe qui. Je vais juste rajouter un tout petit truc derrière. On peut épouser n'importe qui sera dans la même dynamique de progression que moi, avec la même volonté personnelle d'aller de l'avant. Parce qu'il y a aussi une chose qui est vraie, c'est que quand on va grandir ensemble, si un couple ne grandit pas à la même vitesse, avec la même conscience, et c'est pas évident, ça veut dire que le couple il doit communiquer. Et communiquer aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est pour ça que le thème c'était l'amour aujourd'hui. Mais vous les connaissez tous ces couples-là, qui sont ensemble au restaurant et qui passent tout le repas au restaurant sur leur smartphone? Pas vous, hein, bien sûr. Mais regardez autour de vous ce qui se passe. Même parfois, mon épouse, elle me dit, David, lâche. Et puis parfois, je vais dire, c'est bon, Sarah, lâche. Nous, on va être dans cette conscience-là, on va l'enseigner. Et parfois, nous-mêmes, on est tendance à mettre des outils entre nous. Ce que Jung dit, c'est qu'il y a un amour inconditionnel et un amour de besoin. C'est quoi l'amour de besoin? C'est l'amour qui est lié à nos zones d'ombre. Je vous explique comment ça se passe. Imaginons que, on va imaginer un couple, Bob et Martine, d'accord? Martine, elle a toujours manqué de confiance en elle. Martine, depuis qu'elle est petite, son estime de soi n'est pas au top du top. Et dès qu'il y a une interaction avec plus de 2 personnes, elle est en panique. Martine, elle n'a pas confiance en elle. Elle a compensé ce manque de confiance par une hyperstructure mentale. Elle est organisée, elle est structurée. Comme c'est une anxieuse, elle programme tout dans sa vie. Bob, lui, il a confiance en lui. Mais il n'a aucune structure. C'est-à-dire que c'est un gars, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans 2 semaines? Oh, 2 semaines, c'est un concept que je ne connais même pas. Ses objectifs, ses trucs, mais par contre, il est à l'aise partout. Et Bob et Martine vont se rencontrer. Bob, au fond de lui, il sait très bien qu'il a besoin d'être un peu plus structuré dans sa vie. Parce que ça lui pose des problèmes. Il a des problèmes avec les impôts qu'il paye toujours en retard. Il a des problèmes avec les promesses qu'il fait et qu'il n'arrive pas à tenir parce qu'il les a promis à tout le monde. Bref, il sent bien que Bob, il a un vrai manque de structure. Et puis, Martine, elle sait très bien qu'avec un peu plus de confiance, sa vie serait tellement meilleure. Le hasard, si tant est qu'il existe, va les faire se rencontrer. Et vous savez quoi? Le couple improbable, et on va dire, oh, c'est dingue. On est différents, mais tellement complémentaires. À partir de ce moment-là, moi, quand un couple il me dit ça, je suis prêt à mettre un Pascal sur la table pour dire, ça va pas durer, c'est une question de temps. Sauf si chacun d'entre eux font un effort de développement personnel. Pourquoi? Parce que Martine, en fond, ce qu'elle va trouver génial chez l'autre, et ça renvoie à ce que tu dis, c'est que l'autre, il a ce qu'elle n'a pas. Donc au départ, elle va dire, mais il est génial, il est fabuleux. Et avec lui, je ne serai pas la même personne, parce qu'ensemble, il va me booster. Puis lui, il dit, mais oh, elle est... Bon, alors naturellement, je mets de côté toute l'attirance physique, tout ça, mais lui, il va dire, elle est géniale, écoute, elle est discrète, mais regarde, par contre, c'est une femme, elle est structurée, elle est carrée dans sa tête, et tu sais, moi, j'admire beaucoup ça. Parce qu'on admire souvent ce qu'on n'a pas. Voilà. Et vous savez quoi, les deux, ils vont s'unir pour le meilleur, bientôt pour le pire. Pourquoi? Parce que si chacun d'eux ne fait pas le travail nécessaire pour aller chercher ce qui lui manque au fond, c'est-à-dire que si Martine, elle ne travaille pas sa confiance en soi,
au départ, quand elle va le voir, tant qu'il y aura de l'ocytocine dans tout ça, tant qu'elle va regarder Bob, elle va dire « Oh, il est génial !» Et puis c'est quelqu'un qui parle. Mais elle va s'intéresser que à sa bonne côté des choses, ok? Et puis lui, il va voir dans Martine, il dit « Écoute, elle est carrée, un truc extraordinaire, tu te rends compte qu'elle a programmé les vacances de l'année prochaine, un truc de dingue. C'est-à-dire que je sais que l'année prochaine, je pars à tel endroit. Ça m'est jamais arrivé, David, c'est extraordinaire. » Et puis à un moment donné, ça va se passer. L'ocytocine va redescendre et là, l'autre va me renvoyer mon impuissance tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle, comme elle n'a pas fait son développement personnel, comme elle n'a pas travaillé sur elle, elle va voir que sa confiance en soi, elle est insupportable. Elle dirait oui, mais de toute façon, toi, tu es toujours là, tu fais le palage, mais dès que c'est des choses sérieuses, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu es incapable de fermer ton petit bouchon de brosse à dents. Tu trouves normal le dentifrice? C'est moi qui le range tous les jours. Tu es un gamin. Puis lui dit mais t'es quoi, toi? Mais t'es psychorigide. C'est-à-dire que chaque lendemain, il faut que tu le programmes. C'est quoi? Tu me saoules, je peux plus. Dès que je suis en train de faire un truc, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait après-demain? Je sais pas, je veux pas savoir, je peux plus. Quand je te vois, j'ai des angoisses. Tu sens le vécu ou pas? Et ça, c'était ce qu'on appelle un amour de besoin. C'est-à-dire qu'une fois encore, aimer, et ça renvoie encore une fois à l'autre, aimer l'autre comme soi-même, c'est on a des attentions pour l'autre. On a des intentions pour l'autre. On doit avoir des attentions pour soi. On doit avoir des intentions pour soi. On doit avoir des intentions bienveillantes pour soi. On doit passer du temps avec soi-même. Du temps avec soi-même pour progresser, pour apprendre, pour enrichir. Ce que nous dit la Torah tous les jours aussi, c'est ça. C'est on doit passer du temps à étudier. Pourquoi étudier en vrai? Pourquoi étudier si ce n'est pour pas progresser, pour apprendre, pour se développer? Parce que la Torah, elle a compris une chose. C'est que si tu n'es pas dans ce développement, tu es dans la régression. Et quand tu es dans la régression, quoi qu'il arrive, tu peux difficilement construire quelque chose à deux quand il y en a un qui se développe et l'autre qui ne se développe pas. J'ai vu ça mais tellement de fois dans les personnes qui venaient se former chez moi. Donc oui, il y a un amour inconditionnel et il y a un amour de besoin. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord aussi avec la notion de projet, c'est que un projet d'amour, c'est d'avoir aussi l'envie profonde de grandir ensemble. Maintenant, je vais vous dire aussi une chose, il y a deux conditions qui sont sine qua non pour que l'amour puisse rester sur la durée. La sécurité. On a besoin, un couple, il a besoin de sécurité. Parce que tu ne peux pas construire quelque chose si tu es tout le temps insécure. C'est impossible. Donc c'est aussi un rapport de confiance qui doit se faire entre soi et l'autre. Il y a une deuxième chose aussi, une deuxième condition, c'est d'avoir aussi un espace sensoriel et temporel. C'est-à-dire que c'est aussi important de se retrouver dans les sens. Okay? Quand je parle des sens, ce sont nos sens. Qu'on se voit, qu'on se touche, qu'on s'entende, qu'on se parle, qu'on se projette ensemble, c'est tout ça aussi, mais ça demande du temps. Aujourd'hui, on vit dans une société où, par exemple, tu prends le couple moyen, les deux travaillent, le soir ils reviennent, il faut s'occuper des gosses. Quand on a passé toute une journée, la vérité, hein, à travailler comme des acharnés, que le soir on s'occupait des gosses, des devoirs, la seule chose qu'on veut faire, c'est se coucher, se mettre une petite série sur Netflix, éventuellement faire sa petite amida, puis aller faire dodo. Mais dans ces cas-là, on ne construit plus. Et un jour, le couple se réveille en disant « mais j'ai besoin d'autre chose, on ne construit pas, je t'aime plus comme avant, tu n'es peut-être pas l'homme de ma vie, ou tu n'es peut-être pas la femme de ma vie, mais c'est normal. » Vous n'avez rien fait pour construire cet égrégore aussi. Donc ça, c'est aussi important. Dernière chose, et je terminerai là-dessus, moi. On s'est rendu compte qu'il y a deux attitudes qui sont des attitudes fondamentales pour fabriquer de l'amour aussi. La première, c'est la compassion. La compassion. La compassion, c'est cette aptitude que l'on a à comprendre la souffrance de l'autre. Parce qu'on n'imagine pas combien, parfois, l'autre souffre dans son expérience. Une fois encore, c'est ce que je disais, c'est que il m'est arrivé quelque chose au Canada, là, il y a de ça quelques mois. J'ai fait une hypnose collective pour une conférence que je donnais, c'était un truc assez particulier. Et à ce moment-là, je leur dis, vous allez penser, dans cette hypnose, un truc de fou, je fais vivre la mort aux personnes. Donc sortez ça du contexte. Le but, c'est de récréer un lien entre l'inconscient et le conscient. Okay ? Et à ce moment-là, j'ai un truc anodin.
Ça, là, je l'ai fait des dizaines de fois. Mais cette fois-ci, je vais dire, vous allez penser à une personne que vous avez perdue pour vous mettre dans l'état interne. Et moi, bah, j'ai pensé à mon père. Et à ce moment-là, j'étais incapable de parler. Il a fallu que j'attende 10 minutes parce qu'il y a une flopée de souvenirs qui sont arrivés. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Alors, l'avantage, c'est que je les ai tous embarqués avec moi. Ils sont tous partis. OK ? Je me suis senti extrêmement vulnérable, mais c'était OK pour moi parce que c'est aussi important de savoir accueillir sa vulnérabilité. Mais j'ai compris à ce point-là combien moi, j'avais écarté en fait le décès de mon père et combien moi, j'étais pas rentré dans l'émotion. Je m'étais protégé. Et le seul jour où je me suis autorisé à le faire, j'ai lâché un vrai morceau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience de l'autre, on n'est jamais capable de l'appréhender. On ne sait jamais ce que vit une autre personne, dans sa tristesse, dans sa douleur, dans sa souffrance, dans son mal. C'est la raison pour laquelle on doit développer un peu plus de compassion. La compassion, c'est essayer de comprendre au maximum la souffrance de l'autre, essayer de l'aider à accueillir ça et de l'aider dans ce domaine-là. Puis il y a autre chose qui est sympa aussi, c'est la réjouissance. Réjouissez-vous aussi du bonheur des autres. Et la réjouissance, c'est cette capacité que nous avons d'être en lien avec le bonheur de l'autre. D'un côté, j'étais en lien avec la souffrance, d'un côté, j'étais en lien avec le bonheur. Et ça aussi, ce sont des conditions sine qua non pour pouvoir faire vivre l'amour sur la durée. Si vous mettez de la compassion, si vous mettez de la réjouissance et que vous assurez que le plus souvent possible, avoir des actes de partage positif, d'être en lien avec l'autre, en synchronicité, et surtout d'avoir des intentions positives et bienveillantes, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas construire l'amour sur la durée. Mais ça demande un engagement de tous les jours, parce que c'est complexe. Et c'est pas facile d'aimer. C'est vraiment la chose la plus difficile. Et c'est pour ça que je crois profondément que Dieu nous le donne comme un ordre. Parce que s'il nous avait donné le choix, je suis pas sûr qu'on aurait été... Alors que s'il nous l'impose, et c'est quelque chose... Comment, et moi ça m'a choqué au départ quand j'ai lu le schéma. Il me dit, moi, dis donc, comment ça? Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, tu me dis, oh! Mais si lui me l'impose, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison profonde, et que cette raison profonde, c'est que c'est mon essentiel. Ça doit être le fondement même de ma vie. Et que ça demande de l'engagement. Et que c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Vous avez aimé? Alors, ce que je veux dire, moi j'ai adoré. Et en fait, le problème de David, c'est que il me respecte trop. Enfin, pas moi, la Torah. Et il veut jamais qu'on soit en confrontation. Donc il a fallu que je le bouscule un peu pour qu'il nous donne le meilleur de lui-même. Alors, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit, David. Et c'est vrai que ce vécu et tout ce que tu as dit était exact et juste. Et je voudrais moi aussi terminer par une dernière idée, à savoir celle qui va nous permettre de protéger l'amour. Parce que l'amour, on en a parlé, ok, mais le jour où on s'aime, comment faire pour que ça dure? Vous savez que dans la vie, il y a l'élément et il y a ce qu'on va appeler l'emballage, ce qu'on va appeler le contexte. Et il faut toujours comprendre, réaliser que ce que Dieu nous donne doit être conservé. Par exemple, il y a une mitzvah de faire attention à sa santé. Ushmartem me'od lenafshotechem, dit la Torah. Vous ferez très attention à votre santé. Pourquoi? Dieu me la donne. Je dois la conserver. Ok? J'ai eu la chance d'aimer. Comment faire pour protéger cet amour? Quel est l'écran de l'amour? Il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Wolbe, d'une extrême sagesse. C'est pas le Rav Young, mais presque. Et il disait la chose suivante. Il disait l'amour est une dynamique de rapprochement. Ok? Finalement, quelle est la fonction de l'amour? C'est de rapprocher les gens. Plus j'aime quelqu'un, plus je suis proche de lui. Si la Torah me dit tu aimeras ton prochain, c'est que, a priori, en laissant les choses en l'état, on n'a aucune raison de se rapprocher les uns des autres, mais en s'aimant, on a toutes les chances d'y arriver. J'ai parlé de
David a dit l'amour inconditionnel, l'amour comment t'as dit, de besoin. Ok, Ava Chetlou Yabadavar. Les deux sont importants. Comme tu as dit, le moment présent, hein, le vécu, c'est capital. L'un sans l'autre, on reprend l'idée de tout à l'heure, c'est le carburant en moins. Pourquoi? Le Rav Dessler disait cette phrase. Vous savez, David a dit tout à l'heure au début du cours, il a dit, on a tendance à nous apprendre que le contraire de l'amour, c'est la haine. Il a dit que c'est pas vrai, et j'adhère complètement, parce que finalement, l'amour et la haine, c'est le même mécanisme. Ok, c'est le même sentiment. Le Rav, il le dit un peu différemment. Il dit, l'amour a toutes les chances, un jour, de conduire vers le mépris. Ça veut dire que quand j'aime quelqu'un, et je l'aime tellement, que je suis tellement proche de lui, que je n'ai aucun problème à ne pas le respecter. On respecte beaucoup plus facilement les gens dont on n'est pas proche que les gens dont on est proche. Et le paradoxe, c'est que les craintes de l'amour, disait le Rav, le Haléchour, le Rav Wolbe, il disait, les craintes de l'amour, eh ben, c'est justement le respect. Pourquoi? Parce que le respect, c'est la dynamique qui va en sens contraire de celle de l'amour. L'amour rapproche, le respect éloigne. Respecter quelqu'un, c'est savoir garder ses distances avec la personne. Si je vous respecte, ça veut dire que je ne peux pas me permettre n'importe quoi avec vous. C'est pas si mal. La difficulté, c'est d'aimer et de respecter avec la même intensité. C'est d'être capable de trouver l'équilibre parfait entre le rapprochement et la distance. On a eu l'occasion, pendant la veillée de Shavuot, de faire un cours qui a duré plus de 4 heures sur la notion de respect. Bien, ben, je vais vous le faire. Tiens, on a un peu de temps devant nous. La conclusion, c'était que le respect est une notion qui exige l'effort. C'est-à-dire, si je respecte la distance de sécurité que je suis obligé de garder avec une personne, de ne pas lui dire n'importe quoi, de ne pas lui faire n'importe quoi, de ne pas la mépriser. Ça veut donc dire qu'il y a une part de cette personne qui pour moi est impénétrable. Je ne dépasse pas un périmètre qui lui est réservé. La personne que j'aime le plus au monde, je ne tolérerai pas de sa part qu'elle me dise des choses que je peux me dire moi. C'est mon territoire. Eh bien, ce territoire, mes chers amis, exige de ma part un effort pour y accéder sans toutefois dépasser les limites. J'explique. Le respect, c'est comprendre ce que la personne que j'aime ne me dit pas. Quand je ne respecte pas, je ne cherche pas à comprendre ce qui n'est pas dit. Quand j'aime, j'ai l'impression que je peux tout dire ou qu'on peut tout me dire. Mieux. Il y a des gens qui considèrent que quand on s'aime, on doit tout se dire. Quelle erreur. Pour ne pas dire quelle horreur. Je me rappelle quand on était jeune homme, à la yeshiva, on parlait un peu shidouchim, vous voyez. J'avais un copain qui m'avait dit, moi, quand je vais me marier avec une femme, j'attends d'elle qu'elle me dise tout ce qu'elle a à me dire. Mais je veux qu'elle me dise, qu'elle m'associe à tout. Et je lui ai dit, et toi, tu lui diras tout? Il dit, ah non, moi non. Je dis, mais comment tu peux attendre d'elle ce que tu n'es pas prêt toi à faire? Vous comprenez? Dans le bon sens. C'est-à-dire que respecter une personne, c'est accepter que je n'ai pas accès à tout et pourtant connaître ce côté aussi de la personne. On a expliqué que dans une relation, il y a des choses qu'on dit avec la bouche et d'autres qu'on dit avec le cœur. Ce que la personne que j'aime me dit avec son cœur, mais qu'elle ne prononce pas avec sa bouche, quelle qu'en soit la raison, je me dois de le déchiffrer. Mais quel travail!
Et ça veut dire que finalement, cette distance, elle sera le garde-fou de l'amour. Je reviens sur mon raisonnement. L'amour aura tendance à s'auto-détruire. Parce que l'excès de proximité gâche la proximité. Donc, le respect va imposer cette distance pour préserver la proximité. Vous m'avez suivi? Vous voyez? C'est simple. C'est un peu difficile à dire, mais c'est simple à comprendre. C'est l'équilibre entre le kavod et la ahava. L'amour en hébreu se dit ahava. Ahava, valeur numérique 13. Même valeur numérique que le mot echad. Ça veut dire un. On aime quelqu'un grâce à tout ce qu'on partage avec lui. Vous savez, David a beaucoup parlé de l'émotion. Vous savez ce que c'est l'émotion? Quelle est la fonction de l'émotion dans une société? Nos maîtres disent que c'est par l'émotion que l'unité devient possible. Que ce qui nous unit à nous, les uns et les autres, il y a dans cette salle ici peut-être, il y a des hommes, des femmes, il y a des jeunes, des moins jeunes, des séfarades, des ashkénazes, des Bob et des Martines. D'accord, on est tous différents les uns des autres. Mais comment faire pour être unis? L'unité est très importante. L'unité se crée par l'émotion. Quand on partage une émotion avec quelqu'un, apparaît cette dimension qui s'appelle l'unité. Alors on aime. Vous remarquerez que dans l'amour, il y a un grand paradoxe. C'est que si moi j'aime une personne et que cette personne m'aime à moi, on n'aime pas la même chose. Alors, eh bien justement, ce qui compte, c'est pas d'aimer la même chose, mais c'est d'aimer à deux. Si vous aimez le tennis et moi le basket, c'est pas grave. Quand tous les deux on aime, l'émotion nous rapproche. Le seul moment de l'histoire où les Juifs ont été unis, Keish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur, c'est au moment où Dieu leur a donné la Torah. Et Dieu, en donnant la Torah, il a créé une émotion. Ça n'aurait pu être un moment qu'intellectuel. Ça aurait pu être un moment uniquement d'engagement, de responsabilité. Ça a été un moment d'émotion. Cette émotion, mes chers amis, c'est celle qui nous rapproche les uns des autres. Et je crois que c'est cela la plus belle définition de l'amour. Il y a des couples amoureux qui partagent des moments exceptionnels. Il y a des couples amoureux qui vivent des conflits exceptionnels. Il y a des couples amoureux qui peuvent même des fois être un petit peu séparés. Il y a des couples amoureux qui ont un besoin fusionnel de chaque instant. Il y a toutes sortes d'amours. Ce que tous les amours ont en commun, c'est l'émotion qu'ils incarnent. Et cette émotion rapproche. Le secret dans la vie, c'est d'aller au maximum de la proximité tout en gardant un maximum de distance, c'est-à-dire de respect. Quand on trouve l'équilibre parfait entre les deux, non seulement le sentiment est précieux, non seulement il est intense, mais il y a toutes les chances pour qu'il dure. Voilà. C'est important pour nous de vous parler de cela. Ça fait longtemps qu'avec David, on avait ce projet de parler de l'amour. Je trouvais extrêmement intéressant deux approches qui finalement sont différentes, mais qui se complètent, même si dans les relations, ce n'est pas forcément l'idéal, quoique. Okay, mais en tout cas, encore une fois, mon objectif, c'était d'encourager les gens à ne pas galvauder cette notion. Je voudrais vous encourager à aimer, vous encourager à vous faire aimer, parce que ça aussi c'est important. Pour se faire aimer aussi, il faut faire des efforts. Je voulais aussi vous encourager à ne pas aimer n'importe qui et à ne pas vous faire aimer par n'importe qui. Que dans la vie, trop souvent, il y a des gens qui pensent avoir trouvé l'amour. Comme si l'amour, c'était quelque chose qu'on trouvait dans un étalage d'une grande surface. Non. Être exigeant avec l'amour, c'est de ne pas être prêt à le donner et à le recevoir de n'importe qui et avec n'importe qui. J'encourage les jeunes gens à être honnêtes, à dire à vos futurs conjoints, c'est pas grave si on ne s'aime pas maintenant. Moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre à tous les jeunes couples qui ne sont pas encore formés et qui viennent vous voir en vous disant c'est normal que je ne ressente rien.
D'abord, si vous posez la question, c'est qu'ils ne ressentent pas rien. Ok? Mais, n'en déplaise, toute l'intensité de cette notion, elle est dans une volonté. Alors moi, j'ai adoré l'idée des 3 choses agréables qu'on doit vivre au moins une fois par jour. J'en rajouterai une. Vous savez, des fois, il y a des couples qui n'ont pas la possibilité d'échanger. Moi, je ne suis pas un bon exemple, mais par exemple, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Mais attention, on se tient d'accord avec mon épouse. Et c'est vrai qu'il arrive des journées où on se croise à peine. Mais dans les bons moments qu'on a pu vivre dans une journée, il y a aussi un sentiment très fort qu'on ressent, même quand on se le dit pas. C'est dommage. La synchronicité à distance. Ok, c'est dommage de ne pas se le dire, mais des fois, si on ne peut pas le faire, ça s'appelle des bons moments quand même. Quand dans la vie, on se dit finalement, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Finalement, je suis un homme ou une femme heureuse, parce que j'ai la chance d'aimer ou d'être aimé. Ok, eh bien, c'est véritablement le plus grand bonheur. Moi, j'ai l'habitude de dire que, tu as parlé tout à l'heure du travail, il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Moi, on m'a appris une chose, c'est que quand on fait ce que l'on aime, on sait ce que c'est que le plaisir. Faire ce que l'on aime, c'est la définition du plaisir. Mais aimer ce que l'on fait, c'est la définition du bonheur. Ça n'a rien à voir. Aimer les gens avec qui faire ce que l'on aime, c'est le plaisir. Aimer ce que l'on fait, c'est le bonheur. Eh bien, avec les personnes qui nous entourent, c'est la même chose. Si vous avez la chance d'être entouré de gens que vous aimez, c'est un grand plaisir. Mais si vous voulez savoir ce que c'est que le bonheur, c'est d'être capable d'aimer les gens qui vous entourent. Et même quand dans un couple, il peut y avoir des pannes à ce niveau-là, apprenons-leur à s'aimer et ils découvriront le bonheur. Merci beaucoup.